Ça me fait du bien de marcher, justement. Bon, la parole est ouverte, donc voilà. Les attaques légères sont permises. Bonsoir. Donc, je m'appelle Marie-Elisabeth Allaire. J'ai été militante dans le collectif de soutien aux personnes sans papier. Je suis également adhérente du MRAP. Je voulais justement parler, quand on parle de la régression sur les libertés, de la question sur les étrangers, parce que nous savons bien que depuis 40 ans, les lois réglementant l'immigration se sont multipliées, et toujours dans un sens pour réduire les droits, et notamment depuis la loi Darmanin, c'est devenu une situation impossible pour les personnes étrangères, au point que celles qui avaient des cartes de séjour n'ont plus leur renouvellement, parce qu'il y a aussi, voilà, elles ont du mal à avoir leur renouvellement, elles sont dans l'illégalité. Avoir un titre de séjour, c'est même pas personnellement, je ne conseille pas de le demander, parce que ça permet à l'administration de donner tout de suite une obligation de quitter le territoire français, éventuellement avec l'interdiction de retour. Et ce qui m'interpelle, c'est dans votre intervention, vous avez parlé du trouble à l'ordre public, et notamment dans cette loi Darmanin, qui est tout le temps mentionnée pour enlever des droits ou pour faire que les juridictions puissent prononcer des expulsions du territoire pour des gens qui étaient protégés, des étrangers protégés, qui étaient parents d'enfants français ou conjoints de Français. Et il y a tout le temps dans les textes, on retrouve cette menace à l'ordre public. Et cette menace, alors vous l'avez bien démontré, comme elle était floue, comme elle peut être... Alors, personnellement, je ne sais pas ce que c'était la menace à l'ordre public. D'ailleurs, j'ai demandé autour de moi, on m'a dit un peu, je ne sais pas. Mais quand vous donnez les exemples que vous donnez, eh ben, on veut dire que tout est possible. Alors moi, je n'ai pas d'exemple à donner sur Saint-Nazaire, parce qu'en fait, je pense que les étrangers se tiennent un peu terrés, parce que voilà, c'est la meilleure des choses qu'ils ont à faire en attendant des jours meilleurs. Merci. On va continuer la discussion et puis Marion Augier répondra quand il y aura plusieurs questions qui suivent. Qui veut parler? Moi, je veux bien, mais je ne suis pas prêt. Eh bien, vas-y, Vincent. Non, c'était juste... dans la démonstration que tu as faite, Marion, on comprend bien que depuis, malheureusement, pas mal d'années maintenant, est à l'œuvre une dynamique politique et quelque chose d'organisé d'une certaine façon, d'une logique politique et juridique, qui a fait que dans tout un tas de domaines, les libertés s'en trouvent affaiblies. Tu as dit toi-même que, d'une certaine façon, ça préparait largement le terrain à l'arrivée, souhaitons que ça ne se passe jamais, mais de l'extrême droite au pouvoir. C'est bien la question des élections présidentielles qui est posée, qu'en gros, il y aura de disponibles à ce moment-là, si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir, tout un tissu de textes qui font qu'il n'y aura pas besoin de forcer les choses pour que les libertés soient mises en cause de façon beaucoup plus massive, c'est au sens de l'application des textes et de la loi, d'une certaine façon. Donc ça, moi j'ai trouvé ça assez passionnant. La question que me pose derrière, pour être aussi à la Ligue des droits de l'homme et pour participer à un certain nombre d'instances de la Ligue des droits de l'homme avec toi, c'est qu'on a au sein de la Ligue, je pensais par exemple à une collègue, une consoeur à toi qui est à Montpellier, qui siège au Comité national de la Ligue et qui décrit, parce qu'ici on est en Loire-Atlantique, et d'une certaine façon, ça a été dit je crois plusieurs fois, on est un peu préservé par rapport à un certain nombre de choses. Pas totalement, bien évidemment la loi et les textes s'appliquent, mais ils sont sans doute moins mis en œuvre qu'ailleurs. Donc on peut avoir l'impression de ne pas toujours être directement concerné par la situation qui est décrite et telle que tu le fais. Là, cette copine, donc cette avocate qui siège dans les instances nationales de la Ligue et qui est avocate à Montpellier, décrit une situation, elle, qui est tout à fait différente, dans laquelle c'est l'ensemble du corps juridique qui est contaminé par toutes ces questions-là. Contaminé par le poids de l'extrême droite, mais contaminé aussi par le fait que ces textes sont disponibles. Et donc elle décrit, et moi je trouve ça, alors, Montpellier c'est encore en France, enfin du moins toute cette région, et je vois pas, bon, en gros on parle du sud de la France, quoi, hein, et qui décrit une situation dans laquelle les droits des gens sont bafoués quotidiennement, mais sont bafoués par la justice elle-même d'une certaine façon. Donc voilà,
il y a tout de même là quelque chose d'extrêmement inquiétant qui est à l'œuvre, une sorte de cancer qui se développe, qui s'installe, et qui prépare non seulement sans doute l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, mais que d'une certaine façon, il y a nombre de mesures qui sont déjà à l'œuvre, qui sont extrêmement inquiétantes du point de vue de la défense des libertés. Tu en as rendu compte, mais en gros, la justice ne semble ne plus être la même sur l'ensemble du territoire. Question. D'autres interventions? Levez la main, vous aurez la Question pratique. Alors, Pierre. Oui, Pierre, multicarte, multirécidiviste potentiel. Oui, ce qui concerne les subventions, est-ce qu'il y a des possibilités de recours sur la question? Bonne question. Mao? Moi, je pense qu'au-delà de l'étiquette politique qui sera au pouvoir en 2027, moi, je pense qu'on va vers le crédit social à la chinoise. Aujourd'hui, on évalue les associations, on évalue les citoyens pour les punir ou les récompenser selon leur comportement. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis toujours, il y a eu justement des récompenses pour ceux qui justement adhéraient aux valeurs de la République interprétées par ceux qui étaient au gouvernement à ce moment-là. Et ceux qui n'adhéraient pas justement à leurs principes, eh ben soit on leur donnait pas de subvention, ou voilà. Maintenant, je pense que la possibilité encore d'agir aujourd'hui, elle est de plus en plus restreinte, notamment même quand des manifestations se font de façon pacifique, les autorités sont capables d'envoyer des policiers déguisés, voilà, semer le désordre et faire de sorte à réprimer cette manifestation-là. Donc on est complètement coincé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les députés qu'on a élus nous permettent d'avoir le droit de vote, parce qu'on vote aucune loi, on élit des gens qui pensent à notre place et qui justement justifient ce système pour l'adage de la sécurité est au-delà de la liberté. Et on est coincé totalement. Merci. On va peut-être laisser Marion répondre à ces questions et puis on prendra un tour de parole ensuite. Il est en effet important de rappeler ce que vous dites, à savoir qu'aujourd'hui, nos camarades sans papier risquent l'expulsion, le renvoi ou un refus de titre sur la base d'une notion dont on a vu qu'elle n'avait pas de contour très précis, à savoir la notion d'ordre public. Pour les étrangers, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être condamnés pénalement pour considérer qu'ils créent une menace à l'ordre public pour les éloigner. Donc ça signifie que le casier judiciaire ne se suffit pas et un trouble à l'ordre public, bon, parfois ça peut être un signalement, des signalements dont on ne sait pas s'ils sont suffisamment avérés, peuvent conduire à considérer qu'il y a une menace pour l'ordre public. C'est important de rappeler le quotidien de nos camarades sans papier. Pour la justice, c'est plus délicat. J'ai pas la même vision de manière générale que cette camarade à la Ligue sur plein de sujets. Moi, sur la justice, je ne me prononce pas parce que il y a tout dans les juridictions. Et évidemment, si la France bascule à l'extrême droite, les juridictions ne seront pas dans une bulle à part. Et évidemment que la justice sera composée de personnes qui auront également basculé. Et on le ressent dans certaines décisions, on voit bien qu'il y a une empreinte un peu plus politique. Et on a aussi des juges, je vous avoue, où on est content de les avoir parce que c'est aussi des militants. Donc voilà, moi je considère que la justice, je n'irai pas dire que la justice ne fait pas son taf, elle le fait comme elle peut. Il est vrai qu'il y a certains dossiers aujourd'hui qui ne sont pas pris en considération, peut-être plus sur certains territoires, et il est vrai qu'on a des décisions qui sont politiques. Je vois une décision, et ce qui m'intrigue et ce qui me dérange le plus, c'est que ça vient parfois du plus haut. Le Conseil d'État a dernièrement dit, alors c'est pas c'est de la liberté publique quand même, mais ça concernait un collectif de jeunes femmes qui attaquaient
La FFF parce qu'elle n'avait pas le droit de mettre le voile sur les terrains de football. Et cette décision du Conseil d'État est problématique dans ce qu'elle dit. Cette décision dit la FFF avait le droit d'interdire le port du foulard. Pourquoi ? Pour éviter le risque de heurts et d'affrontements sur les terrains. Et là, il y a quand même une difficulté. Ça signifie qu'aujourd'hui, exprimer une conviction, qu'elle soit religieuse, mais c'était aussi interdiction de tous les éléments politiques. On parlait notamment des joueurs syndiqués dans le sport, dans le football, avec cette question de la lutte contre le racisme, etc. Eh bien, le Conseil d'État nous dit que l'expression d'une conviction politique peut générer un risque pour l'ordre public, on y revient, à savoir un risque d'affrontement. Et moi, c'est plutôt ça, où je me dis que la justice vacille, c'est que parfois le Conseil d'État rend des décisions. Celle-là, je sais déjà comment elle sera utilisée demain. Donc, bon, sur la justice, voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus, Vincent. Enfin, sur les subventions, évidemment qu'on peut faire des recours. Je dois vous dire que quand le contrat d'engagement républicain a été adopté, je me suis dit, oh, chouette, enfin, on va avoir de la place devant le juge parce que le débat sera, est-ce que le contrat d'engagement républicain a été méconnu ou pas? Je me disais, c'est super, au tribunal, on va enfin avoir de la place. Bon, ce qui se passe, c'est que les préfets ne vont plus sur le terrain du contrat d'engagement républicain parce qu'ils savent qu'il va falloir qu'ils se justifient devant un tribunal. Donc, ce qu'ils font, c'est la bonne vieille méthode, à savoir le caractère discrétionnaire de la subvention. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples, 4 exemples, c'est pas rien, où le préfet a dit « vous avez méconnu le contrat d'engagement républicain ». Et puis, finalement, devant le juge, le préfet dit « en tout état de cause, j'étais fondé à refuser la subvention parce que c'est discrétionnaire ». Donc, c'est difficile d'attaquer un refus de subvention parce que ça implique de démontrer une chose, c'est que le refus n'est pas justifié par l'intérêt public, lequel est apprécié de manière discrétionnaire par la collectivité. Ce qui nous permet, en fait, notre seul en vrai créneau, c'est de montrer que la justification au refus de subvention est en réalité une forme de représailles ou une forme de punition, de sanction vis-à-vis d'une association. Et là, le juge dit en effet, ce n'est pas l'intérêt public qui a guidé votre décision. Maintenant, de dire j'ai 40 000 euros, j'ai considéré que tous les projets étaient bien, mais j'ai décidé de donner 4 fois 10 000 euros plutôt que de donner 1 000 euros à 40, eh bien ça, le juge administratif va dire c'est votre pouvoir discrétionnaire. Donc, il est vrai que l'espace n'est pas évident. Juste sur le même sujet, est-ce qu'une public, commune, département, etc., est obligée de justifier son refus? Ouais. Non. Ils le font. Donc c'est pas attaquable. Ça implique on a des maires qui sont pas très malins et qui vont le dire dans la presse, qui vont le dire de manière générale, et auquel cas on y arrive. On a beaucoup de ça parce qu'ils sont de moins en moins malins et ils parlent beaucoup. Et ils veulent montrer à leurs concitoyens, regardez, ça, les complices des passeurs, pas sur mon territoire, maintenant je suis maire, toutes les associations pro-migrants, c'est terminé. Eh bien ça, on arrive à dire, regardez, ce n'est pas un critère qui participe de l'intérêt public. Donc il faut miser sur leur bêtise. Qui est grandissant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, merci Bertrand. Je suis militant d'Amnesty International et je voulais poser une question un peu précise autour de l'état de droit, de l'ordre public, par rapport au sujet des arrêtés mendicité. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant comme exemple, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de maires en France, pas que dans les villes du sud de la France d'ailleurs, aussi dans d'autres villes, qui prennent des arrêtés anti-mendicité. Je trouve ça assez terrible d'un point de vue droit humain, parce qu'effectivement ça s'attaque à la pauvreté, et donc ça vise à invisibiliser la pauvreté, ce qui est absolument terrible, je trouve. Et donc ce que je voulais savoir, moi j'ai l'impression que quand même, et là on voit l'importance aussi des juges, la plupart des juges, je crois, ne valident pas ces arrêtés.
fort heureusement. Il me semble qu'il y a eu quelques exemples quand même, ils ont pu être validés, notamment lorsque des personnes, à titre individuel, avaient eu des comportements agressifs, par exemple, ou ce genre de choses, mais globalement, en général, je crois qu'ils s'annulent. Il y a eu le cas, pas très loin de chez nous, à Sablé-sur-Sarthe, où il y a eu un arrêté mendicité qui a été cassé par le tribunal administratif de Nantes. Voilà. C'est pour savoir ce que vous en pensiez de cet exemple, que je trouve bien, pour montrer ce que c'est, et si, effectivement, globalement, quand même, les juges cassent ce type d'arrêté. Il y a d'autres interventions? Pas me brancher sur ce type de sujet. J'ai plaidé l'arrêté de Sablé, je plaide les autres pour la Ligue. Je crois que l'année dernière, on en a plaidé une quinzaine. On gagne quasiment à chaque fois. Sachez que les arrêtés anti-mendicité ne sont plus les arrêtés anti-mendicité, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a dit que ça portait atteinte au principe de fraternité, au droit au respect de la vie privée, et qu'au titre de notre droit au respect de la vie privée, on a le droit de demander la charité et qu'on ne doit pas en être empêché. Alors aujourd'hui, vous avez des arrêtés qui sont écrits autrement et qui sont écrits par les préfectures elles-mêmes en réalité, qui donnent, parce qu'ils sont tous écrits de la même manière, donc la plupart interdisent l'occupation prolongée ou abusive du domaine public lorsqu'elle porte atteinte à l'ordre public ou lorsqu'elle porte atteinte à la circulation des personnes et l'accès aux bâtiments. Voilà, on est sur des arrêtés au nom de l'ordre public parce que l'occupation du domaine public créerait un trouble pour l'ordre public. Donc on m'explique, vous comprenez, c'est dangereux pour eux. Ah oui, c'est parce que bien sûr on fait ça pour eux, hein, évidemment, c'est toujours la même logique. Et donc on fait en sorte que les gens ne leur fassent pas de mal en les enjambant, etc. C'est ce qu'on entend quand même en audience. Donc on gagne, mais ça pas pour longtemps, parce que là on voit, c'est sur ce type d'arrêté que les juges, qui à mon avis, pour des raisons qui participent de leur notion de l'ordre public, parce que la question est qu'est-ce que c'est que l'ordre public? Est-ce que c'est une rue propre, sans déchets, sans personne humaine qui occupe la rue parce qu'elle n'a pas de logement? Est-ce que c'est ça l'ordre public, ou est-ce que l'ordre public, eh bien, c'est l'accès de chacun et de chacune à une dignité? Et c'est une question sur la notion d'intérêt général, la notion d'ordre public. En tout cas, ces arrêtés, aujourd'hui, d'ailleurs, le maire de Carcassonne s'est vanté, la première chose qu'il a fait une fois élu, c'était prendre un arrêté interdisant la mendicité. Deuxième décision, suppression des subventions de la Ligue des droits de l'homme. On y va. Voilà, la boucle est bouclée. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question qui commence là, ou est-ce que... Pour l'alcool, après, dans la... Non, c'est juste pour signaler quelque chose. Non, mais là... Ah bah alors. Alors, Jérôme. Oh, t'as du coffre. Oui, je voulais juste vous signaler, enfin ça fait un petit moment qu'il est déjà sorti, le livre que je voulais prêter à Roger justement. L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. Une alerte face à l'offensive sécuritaire de l'État. À mon avis, c'est un bon livre que tout le monde devrait lire. Merci. Damien veut dire quelque chose. Oui, tout à l'heure, Marion avait évoqué la reconnaissance Faciale. Non, pas la reconnaissance faciale, c'était La la vidéosurveillance algorithmique, voilà, avec les mouvements de foule, les masses de foule, et notamment le fait qu'elle bug en plus. Mais par contre, c'est l'intervention de Bertrand là, concernant Amnesty International et une constatation que fait Amnesty International. Ça a été relevé aussi par Disclose et la Quadrature du Net, avec des témoignages, et je trouve ça particulièrement troublant parce qu'on a eu l'occasion aussi de le constater sur le rassemblement qu'il y a eu à Indrette lors de la venue d'Emmanuel Macron là, pour les annonces autour du porte-avions nucléaire, où la zone était quadrillée par les forces de police. Je pense qu'on était environ 2000. Enfin, on était 2000, on était environ 300 militants et 1700 forces de l'ordre. On va mettre à juste mesure. Et c'était cloisonné, c'est-à-dire qu'il y avait des barrages, des ganivelles qui barraient l'accès, et qu'il y avait un contrôle pour pouvoir passer, notamment un contrôle
une fouille des sacs, on n'a même pas trop eu droit. Mais par contre, au passage, il demandait une pièce d'identité. Donc ça peut paraître logique, une demande d'identité pour s'assurer qu'on n'ait pas de terroristes parmi nous. Et le gendarme qui était à nous contrôler avait un smartphone assez gros et a passé la photo de la pièce d'identité sur son smartphone. Et il nous a laissé passer. Alors on n'a pas compris à quoi ça servait. Est-ce que c'était pour prendre en photo notre pièce d'identité? Mais il était tellement prêt en fait qu'il ne pouvait pas prendre une photo de l'ensemble de la pièce. C'était vraiment que la photo. Que la photo de la pièce d'identité. Et justement, quelque chose qui a été relevé par Amnesty International qui suppose et qui a constaté qu'il y a recours à la reconnaissance faciale des logiciels qui sont installés sur les portables de service, enfin les téléphones de service des forces de l'ordre, et notamment dans la classe des gendarmes, et qui font un usage qui est totalement prohibé, qui n'est absolument pas reconnu, qui montre que ils sont déjà passés sur un autre cap et qu'à part pouvoir démontrer effectivement que l'appareil faisait ça et de vouloir engager une procédure, mais nous en tant que syndicalistes on s'inquiète pas parce qu'on sait très bien que de toute façon on est reconnu, on est surconnu même parfois et que nombre de nos camarades sont fichés S, mais dans le terme générique de fiché S, c'est-à-dire signalés comme militants et possibles agitateurs, mais que les choses se font, se mettent en place, et on l'avait constaté aussi sur la mise en place et le déploiement des drones pour surveiller les manifestations, et notamment les dernières manifestations qu'il y a pu y avoir de sensibles, et là à droite, encore, autant on baisse l'œil et on voit les smartphones des policiers et des gendarmes, autant on lève l'œil, on a vu les drones qui se baladaient, mais il y a certainement un arrêté préfectoral qui le permettait. Merci. Dernière question. Oui, c'est pas une question, c'est une petite annonce. Il y a ici une petite table où il y a différents documents de la Ligue des droits de l'homme et d'autres, et également une preuve que le Centre de culture populaire est parfaitement inactif. En l'occurrence, là, vous pouvez acheter des récits de travail qui ont été collectés par des membres du Centre de culture populaire, mis en récit, et c'est le témoignage de gens qui travaillent, donc c'est eux qui parlent, c'est eux qui sont présents dans ce livre, qui n'existe pas puisqu'on est inactif. Mais il coûte quand même 10 €. Bon, Gisèle a demandé la parole, Vincent. Alors, Gisèle, Non, je voulais vous interroger aussi sur Rima Hassan, puisque là, on a appris, il y avait eu des fuites bizarres, et en plus que son téléphone, quand elle est passée, la policière, c'était une policière, lui a dit ah ben tiens, vous n'avez pas votre téléphone? Et elle a dit non, et elle lui a dit ah ben vous l'aviez tout à l'heure à la gare. Et la policière est au courant parce qu'elle est dépistée par. Son téléphone est dépisté alors que c'est une eurodéputée tout de même, ça me paraît quand même très grave. Jean-Luc. J'avais juste une dernière question, c'est le projet de loi Yadan qui a été enterré mais qui va peut-être ressurgir d'ici quelques semaines. Est-ce que vous avez quelques indications à nous donner sur les formes que ça pourrait prendre? Je ne travaille pas au ministère ni de l'Intérieur ni dans quelconque ministère, donc je n'ai aucune idée de ce qu'on a compris aux dernières nouvelles. Je crois que Mme Berger a annoncé qu'il y aurait un retravail de l'article 1er avec cette formule, vous le savez, extrêmement problématique de provocation implicite. C'est une provocation déjà. En soi, c'est difficile de la définir de manière précise, on en a vu les applications, mais alors une provocation implicite, même un ancien procureur de la République a pris la parole pour dire à quel point c'était une rédaction qui était nuisible pour nos libertés. Je ne sais pas quelle sera la prochaine rédaction, mais il nous appartient d'être extrêmement vigilants en effet sur ce point. Travaille dessus en ce moment. C'est certainement pas une bonne surprise. Je sais que les organisations ont été invitées à participer à une conférence pour essayer de définir quelque chose qui pourrait passer. Mais c'est pas gagné, dans un sens ou dans l'autre. Dernière
Intervention, on peut arrêter là? Bon, donc on va remercier Marion Ogier. Merci. Merci Vincent pour l'organisation. Je remercie les intervenants qui ont posé des questions intéressantes.